Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 12 décembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José qui nous parle des studios de Berthier. Oui, absolument. Le studio B de Berthier-sur-Mer. Et voilà. Alors, José, le premier sujet, avant d'aborder les urgences qui débordent, oui. je voudrais parler de cette télécabine qui est tombée samedi. Cette télécabine, la chute d'une télécabine au Mont-Sainte-Anne samedi. Oui. C'est épouvantable. Je regardais les nouvelles, là, et là, je me demande, parce que là, pour l'instant, le Mont-Sainte-Anne est fermé. Il y a simplement les Pentecôles qui fonctionnent. Mais là, on sait que c'est Resort of the Canadian Rockies qui exploite la montagne, mais on sait que c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire du Mont-Sainte-Anne. Mais c'est que je le prononce bien, là, que je dise bien, RCA qui a signé un bail en 1994 pour exploiter l'endroit jusqu'en 2093, 99 ans. C'est un bail qu'on a signé avec le gouvernement. On dit que c'est malheureusement, là, ça manque de supervision. Je vais juste bien rapporter là, ce que Jérémy Bernier nous rapporte dans le Journal de Québec. Là. On dit que c'est l'événement qui n'a heureusement fait aucun blessé, n'est pas sans rappeler l'arrêt brusque de ces mêmes télécabines 3 ans plus tôt et qui avait envoyé 21 personnes à l'hôpital. Pour plusieurs, cet énième événement, qui aurait pu être beaucoup plus grave, est la preuve que Resort of the Canadian Rockies, qui exploite la montagne, néglige l'entretien de ses équipements. Donc, c'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Jérémy Bernier. Là. Alors, je rapporte exactement ce que le journaliste mentionne. Mais c'est un bail de 99 ans. Et je termine là-dessus en disant que l'ancien champion du monde de ski de fond, Alex Harvey, estime que l'événement de samedi aura de grosses répercussions sur l'achalandage et que l'économie du secteur. Mais il faut rappeler, José, qu'il n'y avait pas de monde dans la télécabine. Mais une demi-heure plus tard, il y avait du monde dans la télécabine. C'est ça qu'il faut penser. Alors, j'espère que le gouvernement qui est propriétaire de la montagne va mettre enfin ses culottes là-dedans, puis obliger cette compagnie-là à faire l'entretien, ou en tout cas... mais il semblerait qu'il y a beaucoup de surveillance par rapport on ne donne pas une licence comme ça, là. Il y a de la surveillance, mais quand même... ça fait 2 fois, et là, c'est une fois de trop. Ben, jamais 203. Heureusement, il n'y avait personne dans la cabine en question, Michel. Ouais. Je veux dire, c'est un peu à l'image du gouvernement du Québec actuellement, où on n'a pas l'impression qu'on va dans la bonne direction. La journée qu'il va y arriver un drame, peut-être qu'on va se réveiller davantage. Mais c'est ça qui est plate au Québec. Souvent, on attend le drame avant de réagir. Alors, j'espère que j'ai hâte d'entendre les nouvelles aujourd'hui, à savoir, parce que là, c'est arrivé durant une fin de semaine, là. J'ai hâte de voir la réaction du gouvernement, là, de M. Legault, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais là, ce qu'on attend qu'il arrive un drame avant qu'on réagisse, c'est la question qu'on doit se poser. Mais le titre du journaliste de Jérémy Bernier, José, « Les carottes sont cuites pour l'opérateur du Mont-Sainte-Anne ». Alors, écoute, il a un bail. Alors, le gouvernement doit respecter le bail. J'ai hâte de voir là, quelle position prendra le gouvernement dans ce dossier. Mais ça devient inquiétant. Moi, le premier, je serais inquiet d'aller faire du ski au Mont-Sainte-Anne parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est que tu es toujours sur le nerf. Toutes les fois que tu embarques dans les cabines en question, tu te dis, ça va-tu lâcher aujourd'hui? C'est ça. Ou demain. Ouais,
José, l'urgence de Montmagny déborde. Maintenant, on ne fait plus exception parce que tu avais déjà suivi le dossier. Et tout était dans les règles ou dans les normes. Là. Mais là, en fin de semaine, ça débordait. Oui, puis ça déborde encore ce matin. Je viens de vérifier. On est encore à 8, au-dessus de la capacité limite qui est de 10. Je te dirais que c'est partout pareil en Chaudière-Appalaches, mis à part 2 endroits. Mais à Thetford-Mines, à Lévis et à Montmagny, là, on est actuellement en surcharge. Puis, pourquoi je le sais? C'est parce que, tu sais que Michel, c'est ma TV, personne n'écoute ça ou regarde ça, semblerait-il. Pourtant, on nous écrit pour nous dire ce qui se passe en région. Et c'est 2 personnes différentes qui m'ont écrit pour dire que il y avait actuellement, à l'urgence de Montmagny, des débordements. Et tu sais qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, pénurie d'infirmières. C'est pas facile à l'hôpital de Montmagny. On a eu récemment, ça fait pas si longtemps que ça, 2 intervenantes, des représentantes syndicales qui sont venues sonner l'alarme à l'effet que c'était difficile. Et c'est toujours difficile. Et c'est pas parce que nos infirmières ne travaillent pas fort, c'est parce que le système est engorgé. On manque d'à peu près tout. On manque de monde surtout. On manque d'huile de bras, Michel. Et le gouvernement ne sait plus comment réagir ou régler la situation. Et là, on voit ça ce matin encore en surcharge. Donc, si vous avez affaire à l'hôpital de Montmagny et vous êtes obligé d'y aller, armez-vous de patience parce que là, actuellement, sur 10 lits de disponibles à l'urgence, il y en a 18 qui sont... il y a 18 personnes, en d'autres termes, qui sont à l'urgence de Montmagny présentement. Le ministre de la Santé, M. Dubé, là, qui planche actuellement sur une réforme, une autre, là, je ne sais pas combien unième. Là. Xième, oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, écoute, ce qu'on pense peut-être, et reprends-moi si j'ai tort, là, c'est qu'on voudrait revenir à régionaliser plus les hôpitaux en région, régionaliser en région. C'est un pléonasme. Oui, je comprends. Je pense que ce serait l'objectif de M. Dubé. Ben oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut encore penser que le gouvernement du Québec, avec la machine actuelle, va être en mesure de virer de bord ce gros paquebot qui est le système de santé québécois, Michel? Ça coûte au bon mot environ 1 milliard de dollars par semaine et on a peine à se faire soigner comme il le devrait. Il y a beaucoup de listes d'attente et là, les problèmes sont légion. Il y a peut-être également trop de fonctionnaires pour le nombre d'infirmières et les gens qui sont sur le plancher. Ça reste à regarder, à retravailler, mais des solutions miracles en existent-elles? Je ne le sais pas. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de grippes qui circulent. Si vous avez, là, je parle à nos téléspectateurs, si vous êtes en mesure de ne pas aller à l'urgence et d'appeler peut-être les numéros, là, le 811 et compagnie, je ne sais pas si je me trompe, bien faites-le parce que vous allez attendre très longtemps. Puis souvent, il y a des urgences pires qu'une grippe. Et mais tu sais, Michel, je dis ça en même temps. Tu vas aller te soigner, tu vas aller chercher du sirop pour la toile à la pharmacie. Il n'y en a quasiment plus. Oui. Alors, c'est... Écoute, ça fait drôle à dire, mais le système est malade. Alors, exactement. C'est un peu pathétique ce matin de parler d'un système de santé de la sorte, mais ça fait longtemps que ça traîne. Tu regarde ça, les tablettes. Là, je veux dire, il va falloir qu'on ait des décideurs qui se lèvent les manches et qui travaillent dans le sens du monde, je pense. Oui, bien, j'affirme, pour avoir eu en entrevue le syndicat, et souviens-toi de l'entrevue, ces gens-là sont prêts à mettre l'épaule à la roue pour aider le ministre à réaliser. Écoute, c'est un éléphant qui doit transporter sur ses bras et voir comment on peut trouver des solutions pour enfin régulariser la situation. On va souhaiter que ça fonctionne. Tu sais, Michel, une petite parenthèse, c'est pas en envoyant une fausse facture que tu vas convaincre les gens de ne pas aller à l'hôpital. Je veux dire, il fait un temps que ça aurait pu être utile, cette fausse facture-là, pour démontrer que ça coûte extrêmement cher. Là, présentement, je veux dire, ça donne strictement rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que là n'est pas le problème. Là. Tant qu'à prendre des énergies et mettre ça en envoyant des fausses factures, en augmentant la bureaucratie, je pense qu'on a besoin davantage de gens compétents sur le terrain pour soigner les nombreux malades. Parce que tu sais, Michel, comme moi, la population québécoise vieillit. Le système de santé, il ne faut pas se le cacher, José, c'est la partie la plus importante du budget du gouvernement. Oui, premier budget en importance. Ensuite de ça, c'est l'éducation. Et en troisième lieu, c'est la dette, l'intérêt sur la dette.
Bernard Généreux qui dénonce le gaspillage inflationniste de plusieurs milliards de dollars du gouvernement Trudeau. Ben oui, mais Michel, je veux dire, c'est la moindre des choses que M. Généreux dénonce ça. Je veux dire, c'est complètement inacceptable. Il a parlé de 32 milliards qui auraient été versés en trop. Ils ont fait allusion là, au texte de M. Généreux, mais ça vient de la vérificatrice générale. 32 milliards versés en trop, possiblement, qui méritent des enquêtes. C'est sans compter le 1 milliard en trop là, qu'on a déboursé pour des vaccins qui sont plus bons. Après, on se demande pourquoi il y a une crise inflationniste. C'est clair que le gouvernement du Canada a joué un rôle essentiel dans la dite crise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cessé d'imprimer de l'argent alors qu'on n'avait pas besoin. Et il ne faut pas oublier une chose, que si on est rentré dans la crise covidienne où on a procédé à toutes sortes de mesures sanitaires, c'est le gouvernement qui a imposé ça. Mais il y a un prix à payer. Et qui va le payer? C'est pas Justin Trudeau, c'est pas François Legault, c'est la population québécoise et canadienne en général. Notre pouvoir d'achat est en train de baisser drastiquement et on n'a pas l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Et Bernard Généreux a raison de critiquer fortement le gouvernement libéral. Son texte, il l'a envoyé vendredi, là, mais on en parle ce matin, parce que, je veux dire, l'argent n'a plus de valeur pour le gouvernement libéral. On parle de 32 milliards. Je t'ai parlé tantôt du 1 milliard des vaccins. Ça ne finit plus de finir. Il faut que ça cesse. José, il y a une élection partielle. Là. Je ne me souviens pas dans quelle circonscription, là, prochainement. Ce sera un test pour M. Poilievre. Ce sera un test pour M. Trudeau aussi. Là. Ça dépend c'est dans quel comté, parce que souvent, il y a des comtés que ça va être fortement libéral ou conservateur, tout dépendant. Je ne connais pas le comté. Mais oui, effectivement, ça pourrait être un test de leadership. Mais je pense que Poilievre est dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'il frappe sur le clou à répétition. Semblerait-il que c'est pas toujours quelqu'un de facile à gérer. C'est un gars qui a un bon caractère, mais en même temps, ça prend peut-être un homme de même qui a tout un caractère pour changer la direction du navire du gouvernement fédéral qui va je ne sais trop où. Oui, puis il ne fait pas beaucoup de points de presse. Non, je pense qu'il n'est pas réellement en amour avec nos médias. Hein? Des pompiers de 16 ans pour contrer la pénurie. L'école secondaire veut mettre sur pied un programme de formation de 2 ans. C'est une sacrée bonne idée, ça? Absolument. Ça s'est déjà vu, je pense, ailleurs au Québec. Mais là, c'est l'école secondaire de Trois-Pistoles qui veut mettre ça en place. Parce que tu sais que la problématique, c'est que les gens qui travaillent, là, ils ont presque 300 heures de formation à faire pour devenir pompier volontaire. Je comprends que ça peut être payant parce que tu es payé pour faire ça lorsque tu es formé. Mais en même temps, Michel, les gens, tout ça, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les gens en ont jusque-là. Et pourquoi pas? En même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que tu sais que pour faire les Forces armées canadiennes, ça prend 16 ans. Ça te prend bien entendu une autorisation parentale. Là, je présume que ça prendrait une autorisation parentale, mais en même temps, là, tu n'es pas entraîné à tirer du fusil et à tuer du monde. Tu es entraîné à sauver des vies. Et ça, je trouve ça excellent. Une excellente initiative. Et ça, j'appuie ça. Et si on pouvait avoir ça peut-être ailleurs au Québec, je pense qu'à 16 ans, tu es assez fort physiquement pour contribuer à éteindre des feux. On sait que là, la formation qui serait donnée, là, tu pouvais juste être pompier phase 1, là, je ne connais pas assez ça, mais tu ne pourrais pas être directement à combattre le feu, mais tu aiderais en même temps, tu apprendrais sur le terrain et éventuellement, tu deviendrais pompier. Je trouve ça excellent, Michel. Une très, très belle initiative. Merci, José. Une très bonne idée. Puis, écoute, on va aller dans le même sens. C'est vraiment, là, je trouve... c'est la première fois, moi, que j'entends parler d'une école secondaire qui donnerait une formation des pompiers. Merci, José. On se retrouve mercredi parce que demain, on fera relâche sur les grands titres de l'actualité, alors que demain, nous aurons comme invité le maire Marc Lorrain et son directeur financier, M. André Lévesque, alors qu'il sera notamment question du budget de la ville de Montmagny, budget qui doit être approuvé ce soir lors de la séance du Conseil. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.